Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief sur Midi 1 TV Afrique. La capitale sénégalaise Dakar a abrité pendant 2 jours la 6e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique sous le thème « Les défis actuels du multilatéralisme » avec 3 questions essentielles. D'abord, le choix de la réponse militaire face à l'insécurité avec l'insertion du dialogue politique en son sein. Ensuite, les formes du multilatéralisme pour la paix. Et là, le manque d'unité des forces d'intervention dans la région sahélienne a été signalé. Et enfin, les besoins fondamentaux d'interrelation entre les différents niveaux d'action locaux, régionaux, internationaux et l'imprégnation des causes profondes de l'insécurité. Tout ceci pour dire que le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique semble avoir été un moment de prise de conscience des dangers réels qui menacent la stabilité du continent africain. Et pour en parler, nous sommes avec le général El Hadji Alioune Samba, membre du Conseil des sages du Forum de Dakar. C'est un plaisir, général, de vous recevoir sur Midi 1 TV Afrique. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est un plaisir de venir vous voir pour qu'on parle de l'actualité. Et face à lui, le colonel Babacar Diouf, membre du comité scientifique du Forum de Dakar. Soyez les bienvenus sur Midi 1 TV Afrique. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir pour moi, surtout, comme j'ai dit, les liens que nous avons avec le Maroc. Donc, c'est un plaisir de venir parler dans une station qui lui est liée. Merci. Et avant d'aller dans le vif du sujet, retour d'abord sur les temps forts de la cérémonie de clôture avec nos reporters Jean-Paul Ndour et Mbaynir. Tous les experts sont unanimes sur un fait, point de développement sans sécurité. À l'issue de ce forum, le Mali s'est dit sensible à la vague de soutien des autres pays africains. Le Mali est un pays pauvre qui consacre près de 25% de son budget à la défense et à la sécurité. C'est immense pour un pays pauvre. Le Forum de Dakar, une instance informelle qui ne prend pas de décision, mais un forum qui est salutaire. Si, parmi les 14 groupes armés avec lesquels le gouvernement négocie, il y en a qui ne respectent pas le contenu de l'accord, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser une force robuste. Sur certaines questions, l'ONU a répondu aux préoccupations des chefs d'État sénégalais et mauritaniens. Lorsque l'on parle de la réforme de l'ONU, en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, ou que l'on refuse le concept de maintien de la paix, en fait, à la limite, on se pose la question, mais alors, que font tous ces hommes et ces femmes du continent dans ces opérations? Si, pour autant, le leitmotiv que l'on suit, c'est de dire que c'est complètement obsolète, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Un forum où la liberté de ton était le maître mot. Les organisateurs ont pris l'option de ne pas inviter plusieurs chefs d'État pour permettre aux experts de s'exprimer librement. Les participants ont insisté sur l'opportunité d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains résolus par des Africains eux-mêmes. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Jean-Paul Ndour de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, pour Midi 1 TV Afrique. Merci Jean-Paul Ndour pour ces précisions. Alors, général, nous avons regardé ensemble ce reportage sur le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Qu'est-ce que cette initiative vous inspire comme commentaire sur l'évolution de la réponse face au terrorisme? Le Forum de Dakar, comme il a été conçu depuis 2013, 2014, 2015, aujourd'hui 6e édition, et d'un cadre que nous avons accepté de mettre en place pour pouvoir nous poser annuellement les questions qui se posent dans notre région et essayer de tenter d'y trouver des réponses et de trouver des esquisses de solutions que nous allons proposer aux États. Et comme notre région est depuis 2015 une région assez sensible, qui est perturbée par le problème du terrorisme, le problème du djihadisme, les thèmes que nous avons eu à développer sont essentiellement concentrés sur cette question du terrorisme.
du djihadisme et de l'extrémisme violent. Et jusqu'à présent, je pense que nous arrivons à mettre en place des réponses acceptables, réalistes, qui permettent aux chefs d'État d'avancer dans les prises de solutions qui vont nous permettre d'améliorer la situation. Je donne un exemple, la question du financement de nos interventions. Le président Macky Sall a proposé récemment à l'UEMOA de mettre une certaine somme pour permettre aux États de la sous-région d'être en mesure d'être les premiers à agir contre ces périls, en attendant que dans le cadre du multilatéralisme, les partenaires viennent nous apporter leur secours. D'abord, entre nous d'abord, régional, le continent et puis les partenaires extérieurs. Et avant de revenir même sur les discours conjoints, bien sûr, des présidents sénégalais et mauritaniens, j'aimerais bien que mon colonel, vu aussi, qu'est-ce que cette initiative vous inspire comme commentaire sur l'évolution de la réponse face au terrorisme? En fait, comme vous avez entendu, Mme Koyera a posé le problème du mandat. La dame, Mme Bintou Keïta, a posé le problème du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et M. Thiébile Dramé du budget. Voilà 3 grosses choses. Le Conseil de sécurité, il ne faut pas qu'on se trompe. Je suis parmi ceux qui ont parlé de cette question en plénière. Pour moi, je pars d'un principe très simple. Les États-Unis, en tant que nation indépendante, sont nés à partir d'une phrase très simple. No representation, no tax. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est que par réalisme, nous vous avons donné un pouvoir exorbitant. Mais ce pouvoir exorbitant vous lie aussi et vous donne des obligations. C'est de profiter de la puissance qui vous a amené là où vous êtes pour nous aider à régler nos problèmes. Et c'est peut-être parce que ça ne se passe pas que nous parlons quelque part de crise du multilatéralisme. Et là, vous avez anticipé même sur la seconde question. Là, dans leurs discours respectifs, les présidents, ils ont parlé, ils ont appelé à renforcer les mandats des casques bleus de la MINUSMA, mais avant tout, ils ont même parlé de réforme des procédures de l'ONU. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, la réforme, donc, il y a cette dimension de dire au Conseil de sécurité, vous avez quand même des obligations envers nous, faites-le. On vous a fait Léviathan, mais en retour, faites quelque chose. Ça, c'est d'un. La deuxième partie maintenant, c'est la voix de l'Afrique qui ne peut pas être entendue parce que le droit de veto, il n'y a pas un pays africain qui l'a. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'évolution de la puissance et les autres règles, parce que qu'on ne me dise pas que le monde n'est que puissance. La puissance était nécessaire parce que si vous êtes au Conseil de sécurité, il faut que vous puissiez, après avoir parlé, mener une action. Donc il faut en avoir les moyens. Mais il n'en reste pas moins quand même que notre siècle appelle aussi d'autres valeurs. Et c'est peut-être au nom de ces valeurs, on parle d'inclusivité, qu'il faut écouter l'Afrique. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On le voit à l'indépendance des Africains avec le Congo. C'est là qu'on a commencé à parler d'Africa First. Et on le retrouve dans le cas de la Libye. Et est-ce ce manque d'écoute de l'Afrique qui fait que les problèmes au sein du continent peinent à se résoudre? Parce que je crois que l'Afrique est un peu fragmentée. Et la fragmentation, je crois que c'est François Thual qui dit que small is useful. C'est par rapport à l'asymétrie des pays? Oui, la puissance. Si les géants de l'Afrique, c'est qui? C'est le Nigeria, c'est le Congo, RDC, c'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud. C'est aussi, on peut nommer la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, les pays comme ça, la Libye. C'était ça. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? La plupart de ces pays ont des difficultés plus ou moins importantes. Et donc, ils n'ont plus la disponibilité. Dans les années 90, je vous rappelle, c'est le Nigeria qui menait les opérations au sein de la CEDEAO. Et la CEDEAO était en avance
par rapport à toute l'Afrique en réalité. Nous étions la seule organisation régionale qui faisait quelque chose de ce type. Et l'Amont général vient de souligner quelque chose de très important, un problème structurel. Oui, c'est quand nous parlons de la stratification au niveau des États de l'Afrique. L'Afrique est victime de beaucoup de choses, victime de Berlin d'abord. Nous sommes très divisés, trop divisés et faibles, à tel point qu'on a accepté cette division. On en a fait un atout, mais qui n'est pas en soi un atout. On cherche tous à se regrouper, à essayer de se regrouper. Et je pense que c'est une partie de ce multilatéralisme qu'on aura à essayer de régler pour arriver à l'unité africaine. C'est un des atouts du multilatéralisme. On est trop nombreux, on cherche à se regrouper. Et même par rapport à cette division dont vous parlez, si on en revient à la question du Sahel, on le sait, les conflits au Sahel sont hybrides et multiformes. À côté du terrorisme, il y a les conflits interethniques qui précèdent le tout déjà et les conflits intercommunautaires entre autres plutôt. Une solution s'impose selon nos dirigeants, le multilatéralisme, comme vous le dites. Soyons prudents. Des approches que nous avons eues, des gens qui sont sur le terrain, les conflits intercommunautaires ne semblent pas être de vrais conflits intercommunautaires. Ça, je pense que dans le cas du Mali, nous avons eu une explication bien claire. Le conflit intercommunautaire que les gens ont voulu rajouter dans le problème malien, c'était une opposition Dogon et Peul. Mais quand on nous a expliqué, c'est plutôt des problèmes internes, intra-communautaires, qui se posent déjà. Et puis, les problèmes intercommunautaires ne sont pas aussi flagrants que les contradictions intracommunautaires. Mais le multilatéralisme, est-ce la solution au problème selon vous? Le multilatéralisme, c'est une situation qui nous est propre. Peut être une solution si nous arrivons à mettre les ponts entre les communautés, entre les organisations régionales et continentales pour discuter ensemble du problème qui nous est posé et trouver les moyens ensemble de le faire ensemble. C'est ça l'avantage du multilatéralisme. Alors, mon colonel, pourquoi insistons là-dessus, sur le multilatéralisme, selon vous? D'abord parce que le multilatéralisme a des qualités. Parce que, je vous donne juste une citation très courte. Nietzsche a dit que la réalité était un ensemble de perspectives dont elle est la somme et que chaque perspective portait sa propre vérité. Donc, dans le multilatéralisme, vous avez la faculté d'intégrer plusieurs perspectives et en même temps plusieurs capacités. Et donc, vous avez de grandes chances de réussir à gérer le défi auquel vous êtes confronté. Mais il y a un problème. La limite est contenue dans le concept même, c'est-à-dire quand les intérêts divergent, vous pouvez être dans un camp avec quelqu'un, vous croyez que vous jouez ensemble, mais en réalité, il risque de marquer contre votre camp. Parce que tout simplement, il a un intérêt propre qui est surdéterminant par rapport à la loyauté qu'il a. C'est un conflit de niveau de loyauté, si on veut. Et l'exemple que je peux donner, c'est de dire, OK, actuellement, qu'est-ce qui est le plus structurant comme facteur dans les relations internationales? À mon sens, sans conteste, c'est ce qu'on appelle la transition systémique. Les grandes puissances sont en compétition pour l'impérium. Justement, le multilatéralisme s'érige en réponse face aux défis globaux, mais il est mis à rude épreuve à la faveur du nationalisme et dans les instances de décision. Vous parlez là du systémisme. Justement, cette analyse systémique parce que l'ordre mondial repose sur un consensus entre les grandes puissances. Quand les grandes puissances ne s'entendent plus sur ce consensus, nous rentrons dans une période de compétition qui se terminera au prochain consensus. On peut le résumer à une phrase de Gramsci quand il dit
l'ancien monde qui n'est plus, le nouveau qui n'est pas encore, et entre les deux surgissent les monstres. Cela veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes dans cette période. Et donc, les grandes puissances, certes, peuvent vouloir vous aider, mais en prenant en compte la logique de leur compétition, parce que l'enjeu est énorme pour eux. Et comme je l'ai dit, les Wolofs le disent, Sambop me le gënal bañuma. C'est aussi simple que ça. Une grande puissance a des intérêts. Et comme disait un parlementaire anglais, Lord Palmerston, il disait, la Grande-Bretagne n'a ni ami éternel, ni ennemi perpétuel. Seuls ses intérêts le sont. Et c'est à celle-ci que nous devons, à ceux-ci que nous devons obéir. Point barre. Donc, peut-être que les Africains devraient aussi perdre un peu de leur angélisme et eux-mêmes construire, co-construire leur intérêt et aller rencontrer les autres en fonction de cet intérêt pour qu'il y ait convergence. Mais si vous n'avez aucune idée peut-être de ce qui constitue votre intérêt, donc tous les intérêts sont bons pour vous. Et c'est ce qui nous arrive. Alors, mon colonel, général plutôt, on le voit, le multilatéralisme traverse une crise en Afrique, mais il fait face à de nombreux défis, comme le dit le colonel. Oui, les défis, le premier défi que nous avons, c'est le défi de nous retrouver et de transcender nos différences. C'est vrai, nous sommes de petits États, c'est vrai, qui cherchons à asseoir des États forts. Les États forts ne peuvent s'exprimer que dans un cadre où chacun a bien pris en compte ses propres problèmes pour pouvoir sortir de chez soi et évoluer dans les fameux cercles concentriques dont parlait le président Senghor, du plus près au plus loin. C'est ça qui nous a menés dans les regroupements régionaux, qui étaient pour nous un début d'exploitation de cette multilatéralisme. Ce multilatéralisme en Afrique. De l'UEMOA, on est allé à la CEDEAO, on s'est ancré à l'Union africaine. Si on continue dans ce domaine, je pense que c'est les grands défis aujourd'hui que nous avons. Parce que si on ne se constitue pas en ensemble fort, on ne peut rien régler, ni pour le développement, ni pour la sécurité. Alors, depuis janvier 2019, colonel, quelques 1500 civils ont été tués et près d'1 million de personnes se sont déplacées à l'intérieur des pays du Sahel, selon l'ONU. Comment expliquer le fait que la région soit toujours le théâtre d'attaques terroristes, alors qu'ils sont plus de 30 000 soldats quand même sur le terrain avec différentes opérations? Enfin, je pense que là, ce qu'il faut dire, c'est que le nombre de soldats que vous avez n'a de sens que par rapport aux capacités que ça représente. Vous pouvez avoir 100 000 soldats, s'ils ne sont pas bien entraînés, s'ils ne sont pas bien équipés, s'ils ne sont pas bien organisés, et surtout, s'ils n'ont pas les moyens d'avoir une connaissance, une maîtrise de la situation de leur zone d'intérêt. Quand n'importe quoi peut se passer dans la zone sans que vous ne soyez au courant, ça veut dire qu'on peut vous attaquer par surprise. En réalité, et c'est pour ça que les gens disent, d'accord, les Africains peuvent se mettre en première ligne et payer en fait le prix du sang. Parce que je crois que l'Occident, moi, je me souviens de mémoire que j'écrivais, alors il y a une éternité dans les années 90, mais je disais que le retrait de la Somalie a signifié une leçon pour les Africains. Désormais, le prix du sang, vous le payerez. Et nous, maintenant, nous vous soutiendrons par la formation, par un certain nombre de choses. Quand on arrive sur un terrain, le pays que nous assistons, je pense, est le pays le plus à même de diriger l'organisation pour finir par sortir quels sont ses objectifs, quelle stratégie. Les gens peuvent apporter quelque chose. L'aide doit venir au niveau maintenant des moyens. Imaginez quelque chose. L'Union africaine, porte d'entrée. À partir de l'Union africaine, il y a un conseil de paix et de sécurité qui évalue en permanence des situations à partir de ces éléments de veille. Il y a une crise.
les chefs d'État qui y sont membres arrivent, trouvent, ok, on a tel problème, voilà comment nous l'analysons, voilà ce que nous pensons qu'il faut faire. Et qu'à partir de là, on dit très bien, maintenant, ça, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut comme ressources? Voilà ce qu'on pense nécessaire. Très bien. Qu'est-ce qui est disponible chez nous, là? Ok, le pays de la région où le problème se pose, enfin, la région où se trouve le pays en crise, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les autres régions, parce qu'on a l'APSA, l'architecture de paix et de sécurité. Ok, qu'on finisse et qu'on se retourne vers l'ONU. Voilà une situation que nous avons, voilà ce que nous voulons faire, voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce qui est disponible, et donc voilà ce que nous vous demandons. Et après, que l'Union africaine désigne quelqu'un pour maintenant suivre ce qui est fait, pour s'assurer effectivement que c'est le mandat qui est exécuté, pas quelque chose d'entourloupe, etc. Mais ça, je le dis aujourd'hui, je l'ai écrit dans mon mémoire de 1997. Ça fait 12 ans, non? Non, même plus. 97, ah ben non, 22 ans. Voilà tout. Mais ça, on le sait. Mais c'est juste que, peut-être que nous avons besoin, et j'espère que les difficultés vont nous amener à le faire, de nous retrouver et savoir enfin ce que nous voulons en tant qu'Africains. Sinon, notre avenir dont on parle, avec l'économie, les ressources et tout, je crois que ça risque d'être encore à jeter dans le panier des rêves qui auraient pu se réaliser, mais qui ne l'ont pas été. Alors, Général, parce que quand même la question se pose tout le temps, même le président Macky Sall l'a soulevé lors du forum, comment peuvent-ils être pris en otage par une bande d'individus? Est-ce que c'est ça là, réellement? Ils ne sont pas pris en otage. Ils sont attaqués par des groupes très souples qui viennent en vélo, à pied, à dos d'âne, à dos de cheval, mais par surprise, avec des complicités très fortes au niveau de la population. En général, ces populations qui sont attaquées, qui sont victimes, ont participé à la préparation de leur attaque. C'est ce qui nous a été dit, d'ailleurs par des gens qui vivent sur le terrain, le Malien, le Nigérien, vous dit que les forces djihadistes arrivent dans la région, s'implantent dans la région, des fois se marient dans la région, prennent des familles en otage et les utilisent. C'est là où se situe le chantage. Vous nous donnez votre bétail, sinon on prend tout le troupeau. Et vous donnez votre enfant, on part avec, et vous ne direz rien aux forces de sécurité qui vont arriver. Vous n'allez pas nous dénoncer. Ça, c'est au niveau vraiment local sur le terrain. Mais au niveau des États, ce qui se passe dans les pays où il y a ces problèmes d'attaques de grande envergure ces derniers temps, récemment au Mali, au Burkina, ça, c'est un autre niveau de réflexion qui se pose. Babacar vous l'a dit tout à l'heure, pour qu'un État puisse être en mesure de faire face, il faut que l'État ait une armée organisée, bien préparée, bien équipée, bien entraînée et qui connaît son terrain. Malheureusement, la plupart de nos pays, nous avons des lacunes dans ce domaine-là. La préparation, on fait comme on peut. Des gens ont dénoncé une action de la communauté internationale qui a empêché aux États africains de s'équiper, de former de grandes armées avec les recommandations du FMI et la Banque mondiale sur l'ajustement structurel, qui a empêché de mettre en place des forces de défense convenables, bien formées, équipées. Ça aussi, il faudrait le prendre en compte et nous forcer à trouver nos propres moyens pour former nos armées. Surtout être indépendant, parce que c'est ce qui manque la plupart. C'est difficile, oui, mais être indépendant, nous sommes indépendants, mais c'est plutôt suffisant, suffisamment développé pour pouvoir prendre en compte ses propres problèmes. On n'a pas toujours la possibilité de faire tout ce qu'on a envie de faire.
Alors, colonel, elles sont quand même 3 forces, on peut le dire, à opérer sur le terrain, notamment Barkhane, ex-Serval, le G5 Sahel qui constitue quand même 5 armées et la MINUSMA. Pourquoi peine-t-elle autant à ramener l'ordre et à stabiliser la région? Quel est le problème? Tout à l'heure, vous en avez soulevé. Il faut rajouter l'armée malienne. Oui. Je vais d'abord reprendre là où le général a fini tout de suite. Après la chute du mur de Berlin, cette fameuse 3e vague de la démocratie dont parlait Huntington est arrivée, l'Occident a tiré une conclusion. L'Afrique, ses armées, c'est une histoire de coup d'État, rien d'autre. Ils ne sont bons à rien d'autre. Donc, il faut les supprimer et faire passer, ou au pire, faire passer ce qu'ils avaient comme ressources vers d'autres problèmes. Des armées se sont décomposées littéralement, déjà, rien par ça. Nos économies, nos écoles ont suivi la même route. Donc déjà, il faut prendre ça. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire, je me souviens de monsieur Gordon McCormick, qui était au Naval Postgraduate School. Il disait, écoutez, il faut regarder les mouvements de guérilla comme tous les autres, comme une machine qui est obligée de trouver des matières premières, de les transformer et de produire quelque chose en output. Et là, je ne vous coupe pas. Nous allons marquer le point sur ce souvenir et revenir là-dessus dans la seconde partie. Voilà, vous êtes dans la seconde partie du débrief si vous nous rejoignez à l'instant. Et tout à l'heure, mon colonel, on parlait du souvenir que vous aviez par rapport à la machine que vous avez évoquée et surtout par rapport à ces forces qui sont présentes au Sahel et la région qui peine à se stabiliser. Oui, donc je disais que si vous partez de l'idée qu'il y a une machine, vous prenez les organisations terroristes. L'organisation est une machine qui a besoin de recruter, qui a besoin de personnel, qui a besoin d'une sorte d'idéologie pour mobiliser des ressources, de la propagande et tout ça. Elle met ensemble, elle produit une action terroriste. C'est le produit d'une usine. Vous-même, vous avez une usine aussi, composée pour des objectifs différents, mais selon le même principe. Vous recevez des gens, vous les transformez, vous faites une action qui est censée contrecarrer l'action de l'autre. Maintenant, supposez que vous travaillez dans tous les sens. Comme on dit dans la vieille expression française, vous tirez à hu et à dia. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Ce n'est pas dia tout couleur. Et je suis sûr que les tout couleurs qui nous entendent vont dire « Ah, ça ». De toute façon, nous sommes sur une chaîne panafricaine, autant le Sénégal, le Maroc que les autres pays. Mais vraiment, je rigole, c'est mes cousins, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé la bonne réponse d'un côté. Et de l'autre côté, il faut dire qu'il y a, derrière ces forces, il y a la possibilité de trouver n'importe quoi. S'il y a, parce que la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de puissance et d'influence sur un territoire. Déjà, si vous prenez les grandes puissances, leur territoire, c'est le monde entier. Si vous dites à un islamiste, il vous dira « mon territoire, c'est la Oumma ». Le terroriste. Oui. Donc, vous avez des superpositions d'espace qui sont donc des lieux de conflit. Maintenant, qui finance? Vous croyez que sans leur financement ou le soutien politique, ils s'en sortiraient? Non. Moi, je suis pratiquement certain qu'il y a un État ou des États qui protègent certains aspects et qui font que certaines sanctions internationales qui auraient dû tomber ne tomberont pas. Ça, c'est un. Il y a de l'argent qui leur parvient. Maintenant, ils sont très forts. Sur place, ils trouvent des méthodes pour s'autofinancer. Ça, c'est vrai. Mais quand vous leur faites face, vous croyez, comme le général l'a dit tout à l'heure, que celui qui vient attaquer, même s'il est à moto, vous croyez que les motos sont venues de 360 directions différentes? Je suis désolé. Au moins, vous aurez dû pouvoir dire, ok, ceux qui attaquent viennent du dedans ou du dehors. S'ils viennent du dehors, est-ce qu'on a un moyen de détecter ce qui se passe dans ce dehors? Je vous rappelle le Maroc. Dans les années 77, quand j'y étais, mais au départ, le Polisario a eu quelques succès militaires. Mais très vite,
les Marocains ont trouvé une réponse. Ils ont mis des murs, Quand vous parlez de murs, on va vous dire, non, ça c'est le niveau tactique. Oui, peut-être, mais c'est une opération au niveau tactique qui a un effet stratégique. Parce qu'à partir du moment où les gens ont un problème pour se déplacer, parce que la machine qui produit l'action là, il faut bien que cette action arrive là où vous l'appliquez. Et là, il faudrait une stratégie bien efficace pour la neutraliser. Je pense qu'on ne s'est pas donné tous les moyens pour savoir quand ces gens bougent, les localiser, rapidement concentrer des forces là-bas ou les détruire à distance. Je me souviens d'un truc où en Syrie, à partir de la mer... j'oublie là. En tout cas, les Russes ont envoyé des missiles de croisière qui sont arrivés et qui sont tombés là où ça devait tomber. Donc, si les grandes puissances mettaient réellement à votre service ces choses-là, vous pourriez dire, le terrain, je vois ça, ça ou ça, donc il faut ça, ça ou ça, et vous l'avez. Mais si vous n'avez que vos mouchoirs pour vous essuyer les yeux quand vous avez fini de pleurer, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Alors, j'appuie ce qu'il dit parce que dans cette situation, nous avons une étude des rapports de force en présence sur le terrain. Vous parlez de 4, 5, 6 forces en présence, Barkhane et autres, pour ne pas les citer, contre des groupes de terroristes, des groupes de djihadistes au Codi qui viennent de nulle part. C'est ça notre problème. Si le rapport des forces est bien posé, on sait ce qu'on a, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, en face ce qu'il y a, si on sait ce qu'ils ont, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire, d'où ils viennent, je pense que la confrontation va être à notre profit. Et là, vous parlez de questions stratégiques, parce que la question qui se pose, c'est est-ce un manque de stratégie ou un problème d'unité des forces présentes sur le terrain? Il y a tout. Tactique, Babacar vous l'a dit tout à l'heure, nous, on n'a pas pris le soin de voir ces gens qui arrivent, d'où est-ce qu'ils viennent. On ne sait pas, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. On ne sait pas qu'est-ce qui les motive réellement. Et nous, à notre niveau, on n'est pas suffisamment préparés, organisés pour faire face. C'est pour ça qu'il y a des espaces, les gens passent et font ce qu'ils veulent. En général, même les mandats. Le mandat de l'aménagement, c'est quoi? Est-ce que c'est pour être offensif ou pas? Non, le mandat d'aménagement, c'est une mission de maintien de la paix qui est arrivée. Justement. Et il n'y a pas de paix à maintenir. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a même souligné qu'il faudrait la doter d'un mandat offensif. Oui, ça c'est dans toutes les missions des Nations Unies. J'en ai fait une, j'ai fait la MONUC, j'ai fait le Burundi. Les mandats, la MONUC, la MONUSCO, quand on a transformé en MONUSCO, on lui a donné un mandat très fort avec une capacité offensive très forte, avec des hélicoptères de combat et des chars de combat. Là, c'est le chapitre 8. Chapitre 8. À l'époque, on était chapitre 7. On n'est pas dans la légitime défense. Mais aujourd'hui, même si on augmente le mandat des Nations Unies, et que les gens que nous amenons dans la force des Nations Unies ne sont pas prêts à se battre pour donner le prix du sang, là aussi, on aura de sérieux problèmes. On va assister à des débandades parce que c'est des gens qui ne sont pas concernés par ce qui se passe dans la région. La force des Nations Unies viendra avec des gens d'autres pays, mais qui n'ont pas la même motivation. Heureusement qu'à l'aménagement, je pense que le pays le plus contributeur de force, c'est le Sénégal. C'est tant mieux. C'est des gens qui sont de la région et qui considèrent que ce qui se passe au Mali les concerne. Et je crois qu'il faut aussi noter l'apport des Tchadiens qui ont une très bonne maîtrise. Ils sont comme nous. Du type de terrain. Ils sont concernés. Ils sont concernés. Mais vous savez, moi-même j'ai été à la MONUC. J'étais Air Operations. Alors, il y avait des hélicos de combat et des hélicos de transport. Les forces pouvaient être en alerte, les gens venaient, les hélicos venaient, on transportait les gens et les gens réagissaient. Donc à certains moments, l'importance du mandat n'est pas à sous-estimer. Mais les moyens non plus. S'il n'y avait pas eu ces hélicoptères, comment tu peux transporter rapidement toutes ces forces, etc., etc. Et je pense sincèrement qu'il faut
revenir, parce que la question que vous avez posée a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, tout ce qui contribue aux forces au niveau du Mali. Quand vous regardez les pays de la CEDEAO, demandez-leur où se trouvent leurs frontières. Je suis sûr que la plupart vous décriront leurs frontières habituelles nationales. Si moi, Sénégalais, je vous dirais le fleuve Sénégal, l'océan Atlantique. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la frontière du Sénégal se trouve au nord Mali, au nord du Niger, à l'ouest du Tchad, et ensuite, ça part de l'océan Atlantique, la bande là-bas, jusqu'après Saint-Louis du Sénégal. C'est ça. Aujourd'hui. Donc, si nous défendons notre intégrité parce qu'on a touché le Mali, c'est nous tous qui sommes touchés et c'est nous tous qui sommes concernés. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le G5 Sahel, c'est une très belle initiative. Mais pour moi, c'est une initiative de court terme, réponse immédiate. Parce qu'il faut bien, il y a le feu, on mobilise la première ligne qu'on a. Mais ce n'est pas durable. Pourquoi ? Parce que la menace, elle ne se contente pas de cette ligne. Je dis souvent que si on devait parler en termes footballistiques, on dirait que c'est une défense en ligne, mais dans un jeu où il n'y a pas de hors-jeu. Donc si les gens pénètrent derrière la ligne, comment vous faites? Et donc, la question, c'est que quand ils pénètrent cette ligne, ça doit trouver d'autres lignes. Et il me semble qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Mais à mon humble avis, il y a un problème qui doit être traité entre la CEDEAO et puisque le Tchad, le Cameroun et autres sont partie prenante à d'autres problèmes, surtout dans le bassin du lac Tchad, et qu'en plus le Tchad intervient ici, il y a une liaison à créer entre les deux communautés économiques régionales. Et la Mauritanie, puisque l'humain ne marche pas, la Mauritanie à titre individuel peut être dans le truc. Mais le verrou, ligne Maroc, qui va nord Mali, nord Niger, est pénétré aujourd'hui pratiquement jusqu'au milieu, en train de faire un petit virage, touche le Burkina et peut aller au Togo et ailleurs. Et que devrait être la réponse sur le long terme? Mais la réponse sur le long terme, c'est que la CEDEAO prenne l'affaire en main. Je vous ai dit tout à l'heure, UA qui évalue, qui dit ça se passe en tel, voilà ce que les communautés économiques régionales vont faire, et voilà ce que, en fonction de ce qu'on va faire là-bas, ce qui est disponible, ce qui manque, on peut trouver de grandes choses en notre sein. Mais encore faut-il aller les chercher. Et c'est là que je ne suis pas toujours chaud par rapport aux solutions que nous donnons. Et tout à l'heure, si vous le permettez, peut-être qu'il y a un point que j'ai entendu soulever hier, qui m'a paru aussi très importante pour dire que jusque-là, nous parlons de réponse militaire, mais il y a derrière le militaire quelque chose, et ce quelqu'un qui l'a mentionné parlait du nexus humanitaire, développement et paix, et quand il a dit petite paix, grande paix, j'ai compris en tout cas un certain nombre de choses parce que je suis étudiant de la sécurité humaine. Justement, j'allais vous poser cette question, si vous pensez que la réponse militaire soit suffisante pour venir à bout du terrorisme, parce qu'il y a des défaillances sociales, tout à l'heure, Général, vous l'avez soulevé, et des défaillances économiques, entre autres. En fait, il faut commencer par dire que quand vous évaluez la menace des organisations extrémistes violentes, vous devez vous dire que c'est une menace multidimensionnelle. C'est-à-dire, c'est une menace qui vient dans différentes dimensions. Il y a une dimension socio-économique, qu'on le veuille ou non. Il y a une dimension sécuritaire. Il y a une dimension parfois même liée au droit. Et c'est pour ça qu'il parle de petite paix. Parce que si vous prenez au niveau de votre peuple, vous parlez de la nation comme élément qui cimente tout le monde. Mais ça a un sens. Maintenant, imaginez que les mêmes, chaque fois qu'il y a un problème, se retrouvent du mauvais côté et prennent l'habitude de se regarder sans que vous ne le veuillez. Vous êtes en train de construire un noyau pour demain. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces exclus, ces gens victimes d'injustice dues aux lignes de clivage qui existent dans votre société vont faire quelque chose. Non, il n'y a rien d'automatique dans les choses là. Mais imaginez un jour que quelqu'un qui les a étudiés et qui veut vous déstabiliser, regarde bien ce qui se passe. Une menace, dit-on, c'est
une volonté hostile, une capacité et une opportunité. Il voit que son opportunité se trouve dans votre vulnérabilité. Il essaye de recruter ces gens en leur montrant, en structurant leur perception pour leur dire, vous voyez comment on vous traite. Moi, je vous apporte une alternative. Vous créez ce qu'on appelle un conflit de mythes. Le mythe de la nation, mais le mythe de l'être, avec sa dignité, ses besoins et tout cela. Dans ce conflit-là, justement, souvent les organisations extrémistes l'emportent parce que de l'autre côté, il y a eu trop de désespoir, voire même de la désespérance. Et mon général, sur ce, il y a la responsabilité des États qui entrent en jeu. Déjà, tout à l'heure, le colonel a dit qu'il faudrait que la CEDEAO se prenne en main et qu'elle prenne certaines décisions. Mais il faudrait également renforcer les institutions étatiques pour qu'elles retrouvent leur intégrité territoriale et ne perdent pas leur crédibilité, surtout aux yeux des populations. Oui, je suis d'accord avec lui quand il parle de la nécessité de la CEDEAO de prendre en main ce qui lui revient. Effectivement, ça revient à la CEDEAO qui est le pôle central. Et il reste vrai que les États qui ont réussi à gérer plus ou moins ces situations d'insécurité, les gens nous ont parlé du modèle mauritanien, qui ont eu une approche autre qu'une approche militaire et autre. Ils ont mobilisé les chefs religieux, les oulémas, et ils ont réussi à neutraliser les gens qui étaient tentés de se radicaliser ou d'être recrutés par les djihadistes. Terroristes. Et ils ont réussi avec bonheur à les neutraliser et même à leur empêcher de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ça, c'est une organisation interne de l'État. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du cas du Sénégal. Nous savons où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et nous continuons à travailler. Parce que le Sénégal aussi, on a beau dire, quand on regarde l'organisation des forces armées sénégalaises, nous avons passé tout notre temps, depuis l'indépendance, à faire des réformes du secteur sécuritaire, c'est-à-dire à réorganiser notre armée régulièrement. Des fois, ce n'est pas très visible, mais on sait. Nous avons eu à planifier l'évolution des forces armées sénégalaises par rapport à des situations que nous avons vécues et à des situations qu'on a projetées, qu'on pouvait vivre. Aujourd'hui, ce qui se passe... C'est même que les citer en exemple dans la sous-région. Je ne les cite pas en exemple parce que je suis là-dedans, mais parce que nous travaillons, c'est le travail que nous faisons au niveau du chef ailleurs, on réfléchit à tout ça. Si on continue à réfléchir sur ce qui se passe dans la sous-région, c'est pour pouvoir prendre en compte à notre niveau, national d'abord, des mesures qui nous permettent de nous sauvegarder et de pouvoir participer à la sauvegarde régionale. Si demain on nous appelle, il parlait du G5, le G5 c'est une très bonne chose qui démarre. Il faudra le renforcer. Il faudra lui donner les moyens de faire la mission qui lui permet d'accuser le premier choc ou de donner le premier coup de feu. Surtout sur le long terme. Oui, de donner le premier coup de feu et de permettre aux autres d'arriver dans la mission. Alors, colonel, je vous vois depuis tout à l'heure vous levez un peu. Oui, je suis endigué et refoulé. Il faut endiguer dans un premier temps, refouler dans un second. Mais il faut se rendre compte, comme je l'ai dit, si je vous attaque avec 4 variables, vous répondez à l'une, vous n'avez rien fait. Le sida, sa complexité, on vous parle de trithérapie. Les composantes là existaient indépendamment. Pourquoi on met trithérapie? C'est la même chose. Si, par exemple, tous les gens disent, oui, les limites de l'armée, oui, mais ça, tout le monde le sait. Je me plais à le répéter que ce que Talleyrand disait, qu'une baïonnette, ça pouvait servir à tout sauf à s'asseoir dessus. L'armée a des limites en temps où la police ou la gendarmerie. C'est vrai, parce que ce problème a des dimensions. Quand il y a une dimension politique, vous croyez que les militaires sont armés pour y répondre? Non, il y a des autorités politiques pour le faire. De la même façon, quand la Mauritanie met en avant cette partie
des oulémas qui jouent leur partition. Où est la population, elle, qui peut jouer une autre partition en termes d'information, en termes de soutien aux forces? Il faudrait l'impliquer dans le processus. Et je vais même vous dire mieux. Il y a des éléments d'information. Quand vous prenez certains éléments qui existent au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que le rêve le plus grand, c'est le jour où le dôme qu'il y a sur le tombeau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera rasé. Ces gens-là, s'ils arrivaient au Sénégal, vous croyez par quoi ils commencent? Ils commencent par toutes les tariqas. Donc, si les tariqas sont mobilisés, parce qu'on leur dit, ceux qui le disent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont fait déjà à la Mecque, qui l'ont fait au niveau de Tombouctou, qu'est-ce qu'ils feront quand ils arriveront à Touba, Tivaouane, Ndiassane et autres? Il faut le citer, c'est les salafistes. Oui, mais il faut qu'on le sache. Et que les populations comprennent que c'est une affaire de... Nous sommes dans une pirogue. Quand il faut écoper, c'est à tout le monde d'écoper. Chacun a un rôle. Les forces pour l'intervention. Mais l'intervention ne réussit vraiment bien que si l'information est bien. La population qui est partout. C'est Internet, si vous voulez. C'est un network. Et là même, le ministre sénégalais des Affaires étrangères l'a même souligné lors de son discours de clôture. Il a parlé de l'interrelation entre les différents niveaux d'action locaux, d'abord régionaux, internationaux, et l'imbrication des causes profondes de l'insécurité qui pourraient aussi aider à résoudre le problème du terrorisme en Afrique. Mais oui, le terrorisme finalement, quand on regarde, il n'y a rien de neuf réellement. Il y a une dame, Mireille Delmas-Marty, qui est professeure, qui disait qu'en fait, le terrorisme, il y a celui d'hier, c'est-à-dire avant l'invention de la dynamite et après l'invention de la dynamite et tous les explosifs qui ressemblent. Voilà déjà quelque chose. Un autre Rapoport les a étudiés pour donner des vagues, la nouvelle gauche, avant il y avait les anarchistes et tout. Il y a des thèmes, des choses, des comportements récurrents, mais avec des thèmes différents. Aujourd'hui, c'est la religion. Demain, ce sera autre chose. La religion, à la limite, n'est qu'un couvert. Je me souviens, le président Macky Sall avait dit à Tivaouane, il disait « Nissi allo gat ». En français, pour les téléspectateurs puissent comprendre. Ceux dont la tablette est courte, qu'ils se taisent. Mais ceux dont la tablette est assez longue, donc en termes de connaissances, doivent parler. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui disent que dans la religion, quand quelqu'un proclame telle ou telle chose, on lui demandait, comme en science, de dire où est sa référence. Tu disais, ce que je dis, c'est Serigne X qui me l'a appris, qui l'a appris de Serigne Y. Il y avait une chaîne. Donc la véracité de ce que vous dites pouvait être falsifiée. Et donc c'était scientifique. Comme ce qui est le cas actuellement au Rwanda. Voilà. Mais maintenant, les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous racontent n'importe quoi. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle ils vous disent l'ijtihad, non. Pas d'interprétation ni rien. Oui, mais si vous leur disiez, ok, pas d'interprétation du Coran, mais alors, les premières écritures du Coran qui n'avaient pas tous ces accents et tout, comment vous faites pour les remplacer, pour produire le texte que vous produisez? Comment se fait-il que des mots pouvant avoir un sens différent selon l'accentuation, vous nous sortez ça en leur donnant tel sens et pas tel autre? Il y a une réponse qu'on peut sortir. Et là, entre en jeu général, l'importance de l'information, surtout au niveau de la population d'abord, puis ensuite au niveau de nos autorités. C'est pas seulement important, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait une information vraie qui parte, qui circule de la base des populations vers les décideurs. Et vice-versa, les décideurs, leur stratégie, leurs idées, leurs opinions, leurs ordres doivent descendre jusqu'à la base pour que chacun puisse prendre en compte ce qui lui revient. Les gens qui doivent informer vont informer. Les gens qui vont jeter la première pierre vont la jeter à bon escient là où il faut la jeter. Il n'y a que comme ça que le combat est cohérent et efficace. Parce que quand la paix est menacée, ceci tout le monde est engagé.
Mais la sécurité peut même être définie comme le facteur premier de la souveraineté. Si vous n'avez pas la sécurité, qu'est-ce que vous avez? Rien n'est possible sans la sécurité. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous avez un État avec une population dedans sur un territoire, vous avez des gens qui gouvernent, mais vous avez des forces. C'est la sécurité apportée par ces forces qui vous permet de jouer le jeu démocratique. Si vous n'avez pas la sécurité, où est la démocratie? Si quelqu'un peut se lever, vous tordre le cou, prendre ce que vous avez et s'en aller ou faire sauter une dizaine, une vingtaine de personnes. Safety first. Il faut que nous comprenions que nous devons faire système, que chacun a un rôle à jouer, que l'exécutif, le législatif, le judiciaire ont un rôle à jouer. Ils le font au nom de l'État. Que les forces ont quelque chose à faire, que la population a quelque chose à faire, que la région a quelque chose à faire, le continent, l'international. Et c'est l'imbrication de tout ça qui nous permettra de dire, ok, l'imbrication est bien faite, où il y a des trous. S'il y a des trous, vous êtes foutus. Parce qu'un trou, ça suppose que l'eau va passer. C'est pour ça que je le disais à l'entame de mes propos, que tout ceci pour dire que le Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique de cette année semble avoir été un moment de prise de conscience sur les dangers réels qui menacent la stabilité du continent africain. Oui, c'est pour ça que nous avions choisi de traiter de ce thème, qui est une suite des thèmes que nous avions déjà choisis depuis 2014, 2016. Et l'année prochaine, on va décliner dans le même sens, mais toujours en nous attaquant à ce problème qui est récurrent, qui est encore le terrorisme et les attaques des djihadistes. Au moment où on faisait le forum de Dakar, les djihadistes attaquaient le Mali. Le Mali et le Niger. Et il y a eu de nombreux morts. Oui. Et effectivement, Babacar, tout à l'heure, nous a donné l'architecture de la résilience. Il nous faut mettre en place tout ce qu'il a dit tout à l'heure pour que nos États soient résilients. Que les États soient résilients, et quand on aura les États résilients, qu'on aura une région résiliente. Et notre objectif, c'est ça, c'est la résilience de toute la sous-région. On ne souhaite pas que ça aille ailleurs, mais on souhaite que ça soit éradiqué ici, sur la région. Bon, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Bon, j'aurais bien aimé vous poser la question de savoir quel type de réponse militaire bien adaptée face aux différentes formes d'insécurité qui menacent l'Afrique. Mais hélas, nous sommes au terme de cette émission. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir reçu dans ce débrief général Samba. Merci. Et colonel sur notre plateau. Ce fut vraiment un réel plaisir. Ainsi se referme ce débat. Un grand merci à la partie technique et à la partie rédactionnelle. Rendez-vous toujours pour un autre débrief, toujours sur Médian TV Afrique. Merci beaucoup.